J'ai vu une femme de 72 ans se faire traîner dans un placard par quelque chose qui n'existait pas. Des traces de sang sur le sol du motel menaient vers la porte du placard. Eileen Garrity avait appelé mon commissariat pendant 6 ans avec des histoires de folie. Des extraterrestres dans le grenier, Bigfoot mangeant ses poubelles, des voix dans ses murs. Nous pensions qu'elle n'était qu'une veuve âgée et solitaire en quête d'attention, mais il semblerait que nous nous soyons trompés. La nuit de sa disparition, elle pesait 40 kilos de moins que lors de sa dernière visite. Tous les miroirs de sa maison avaient été brisés en 1000 morceaux. Toutes les portes de placard avaient été clouées avec des dizaines de planches. Il y avait un trou de fusil de chasse dans la porte de sa chambre. Et par ce trou, elle avait vu des yeux rouges vifs qui lui disaient un seul mot, « Tonight ». Ce soir. Cette nuit-là, des bruits ont commencé à venir du motel. Les voisins ont entendu des cris et des sons de lutte violente. Quand nous avons enfoncé la porte, la chambre était un véritable champ de bataille. Du sang partout, le lit déchiqueté jusqu'au ressort. Mais pas de cadavre. Seulement des traces sanglantes qui s'étendaient vers le placard. Mais le placard était vide, complètement vide. 7 ans plus tard, une jeune femme trempée est entrée dans mon commissariat à minuit, disant s'appeler Shirley Ann McDougall et avoir échappé au coffre d'une voiture après son enlèvement. Le problème? Shirley Ann McDougall avait été enlevée et tuée en 1956. Elle était morte depuis 63 ans. Mais elle se tenait devant moi, vivante, terrifiée, racontant exactement comment elle s'était échappée. Puis elle est entrée dans les toilettes et a disparu, comme si elle n'avait jamais existé. 4 ans plus tard, ils ont trouvé son squelette au fond du lac asséché, dans le coffre d'une Buick 1953. Elle n'avait jamais réussi à s'échapper. Elle était morte noyée en 1956. Alors qu'est-ce que j'avais vu en 2019? Et pourquoi maintenant, chaque nuit, j'entends des coups venant de mon propre placard avec une voix chuchotant le même mot? Tonight? Vous êtes peut-être confus. C'est pourquoi il serait plus approprié que je raconte tout depuis le début. Je m'appelle Thomas Brennan. Avant de prendre ma retraite, j'ai travaillé 23 ans comme officier de police dans une petite ville du Minnesota. Les crimes commis dans cette petite ville étaient normaux, exactement comme ceux de la ville. Des bagarres de bar le week-end, des vols dans les supermarchés, des jeunes conduisant en état d'ivresse après les matchs de football. Tout était ordinaire jusqu'à Eileen Garrity. Madame Garrity était une veuve de 72 ans vivant seule dans une ferme en mauvais état à 8 km des limites de la ville. Son mari, Henry, était mort d'une crise cardiaque 14 ans plus tôt et elle ne s'était jamais complètement remise de son chagrin. Elle appelait constamment. Pendant des années, elle appelait 2 fois par mois. Ses plaintes étaient toujours à un niveau qu'on pourrait qualifier d'absurde. Il y a des envahisseurs extraterrestres vivant dans mon grenier. Un vaisseau spatial plane au-dessus de ma maison chaque nuit. Bigfoot fouille mes poubelles. Des voix venant des murs me parlent. Des ombres bougent dans mes miroirs. À chaque appel, nous allions chez elle. Mon partenaire Dave et moi, parfois d'autres officiers, nous inspections soigneusement. Nous ne trouvions jamais rien d'anormal. Juste une vieille femme désespérément seule dans une grande maison vide qui voulait de la compagnie, expliquai-je. La ville lui avait donné le surnom de Eileen la folle. Cruelle, mais apparemment appropriée puisqu'elle faisait de faux rapports depuis 6 ans. Nous étions polis et patients avec elle, parce que nous pensions que ces rapports n'étaient pas vrais et qu'elle les faisait juste pour avoir de la compagnie. Mais nous nous trompions. En novembre 2012, un mardi après-midi, un appel est arrivé. Encore Madame Garrity. L'opératrice du standard a soupiré de manière audible en transférant l'appel. Dave a levé les yeux au ciel
quand je lui ai dit que nous devions y aller. « Qu'est-ce que c'est cette fois ?» a-t-il grogné en prenant ses clés. « Des elfes dans le sous-sol? Des trolls sous le porche? » Mais dès que nous avons vu sa maison de loin, je savais que quelque chose était différent. La maison avait l'air malade. C'est le seul mot qui me venait à l'esprit, comme si le bâtiment lui-même souffrait. Malgré le soleil brillant de l'après-midi, tous les rideaux étaient tirés. La pelouse était devenue sauvage et envahissante. Des poubelles débordantes, attirant des nuées de mouches malgré le froid, se trouvaient à côté de la porte d'entrée, continuai-je. Madame Garrity a ouvert la porte avant que nous ne frappions, comme si elle nous attendait derrière. Je ne l'ai pas reconnue au premier regard. La Madame Garrity que je connaissais était une femme robuste, peut-être 100 kilos, avec des joues roses et des cheveux gris parfaitement permanentés. La créature devant moi pesait peut-être 60 kilos. Son visage était un crâne tendu, de peau parcheminée. Ses yeux étaient profondément enfoncés dans des cavités sombres, entourées d'anneaux violets. Ses cheveux pendaient gras et emmêlés. Il était évident qu'elle portait la robe depuis au moins une semaine. Des taches de nourriture et d'autres choses avaient un aspect terrible sur le tissu. « Officier », sa voix était un murmure brisé et rauque. « Merci. Merci d'être venu. Je ne pensais pas survivre jusqu'à votre arrivée. » Dave et moi, nous sommes regardés avec inquiétude, puis nous sommes entrés pour écouter l'histoire. L'intérieur de la maison était pire que l'extérieur. L'odeur venant de la cuisine s'est immédiatement manifestée. Nourriture pourrie, poubelles non vidées, mais ce n'était pas une odeur assez dérangeante pour faire s'évanouir. Les miroirs étaient une autre affaire. Chaque miroir de la maison, j'en ai compté au moins 7, était brisé, écrasé en 1000 morceaux. Des éclats de verre couvraient les sols, scintillant comme des diamants, et les placards. Des planches avaient été clouées sur chaque porte de placard de cuisine et de garde-robe. Cuisine, couloir, salle de bain. Chaque zone était barricadée, continuai-je, puis j'ai vu la porte de la chambre. Il y avait un trou dedans. Pas un petit trou. Il était de la taille de mon poing. C'était clairement l'œuvre d'un fusil de chasse tiré à bout portant. « Madame Garrity », ai-je dit lentement en essayant de garder ma voix calme, « pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe ici? » Elle s'est effondrée sur le canapé du salon, ses mains tremblant si violemment qu'elle pouvait à peine les contrôler. « Dans les placards », a-t-elle chuchoté, les yeux fixés au sol. « Mon Henry, il m'appelle depuis les placards. » Elle a commencé à parler et son histoire est sortie de sa bouche en morceaux brisés et dispersés. Tout avait commencé il y a environ 3 mois et demi. Elle avait commencé à entendre des bruits dans le placard de sa chambre. Au début, c'était quelque chose de léger, de légères griffures, comme des souris ou des écureuils se déplaçant dans les murs. Puis les griffures sont devenues des coups, plus forts, plus insistants, plus intentionnels. Pendant des semaines, elle avait ignoré les bruits, se disant qu'elle vivait juste dans une vieille maison, donc ce genre de bruit était normal, raconta-t-elle. Puis une nuit, elle avait entendu une voix différente. Eileen, la voix de son mari mort. Eileen, chérie, c'est moi. Henry, ouvre la porte. Laisse-moi sortir. Elle avait pensé avoir des hallucinations, le chagrin peut-être, la solitude. Mais la voix était revenue, chaque nuit, de plus en plus forte, de plus en plus insistante. Ouvre la porte, Eileen. Je suis revenu pour toi. Nous pouvons être ensemble à nouveau. Pour toujours, comme nous l'avons toujours voulu. Le pire était qu'Eileen voulait ouvrir la porte. La voix était exactement Henry. Chaque intonation familière, chaque petite habitude vocale qu'elle connaissait après 42 ans de mariage. Son cœur lui disait d'ouvrir le placard. Elle pensait que son Henry était vraiment revenu d'une manière ou d'une autre. Mais quelque chose dans son cerveau, un instinct de survie primitif, disait que quelque chose n'allait pas, continua-t-elle. Maintenant,
Les larmes coulaient librement sur ses joues creuses. La voix était complètement la sienne, mais c'était comme si quelqu'un imitait sa voix, comme un costume, comme un masque vocal, quelque chose qui imitait parfaitement, mais qui n'était pas lui. Puis les autres placards avaient commencé à dire la même voix. D'abord la cuisine, puis la salle de bain, puis le couloir, puis les placards à draps. « Laisse-moi sortir, Aileen, s'il te plaît. Il fait si froid et sombre ici. Laisse-moi revenir vers toi. » Elle avait commencé à clouer des planches sur les portes. Mais les voix continuaient, maintenant plus fortes, plus insistantes. Et maintenant, elle ne disait plus seulement des choses gentilles. « Ouvre la porte, Aileen, sinon je la casserai. Tu ne peux pas me garder enfermée pour toujours. Je vais sortir. D'une manière ou d'une autre, je vais sortir. » raconta-t-elle encore. « Madame Garrity, Dave a interrompu la femme. Qu'est-il arrivé au miroir? » Son visage avait encore pâli après cette question. « Il y a 2 semaines, a-t-elle commencé, sa voix tremblant. Je me regardais dans le miroir de la salle de bain. Je me brossais les dents avant de me coucher. Et j'ai vu quelque chose, derrière moi, dans le reflet. Ce n'était pas Henry, pas du tout humain. Une longue silhouette, vêtue d'une robe noire à capuche. Mais sous la capuche, pas de visage. Juste un crâne, pas un crâne humain, quelque chose avec des cornes de bélier sortant des côtés et des yeux rouges brillant dans les orbites vides. Il tendait la main hors du miroir. Sa main, si on peut l'appeler une main, était longue et osseuse avec des griffes comme des ongles. Elle s'étendait vers mon épaule. J'ai crié et je me suis retourné. Il n'y avait rien derrière moi. La salle de bain était vide. Mais quand je me suis retourné vers le miroir, il était toujours là, me regardant, sa main toujours tendue. J'ai attrapé le porte-serviette et j'ai brisé le miroir, expliqua-t-elle. Puis, elle avait commencé à briser tous les autres miroirs de la maison. « Et le fusil ?» ai-je demandé en pointant le trou dans la porte de la chambre. Ses mains se sont serrées en poings tremblants. Il y a 3 jours, il était 3 heures du matin. Les coups dans le placard de la chambre étaient si forts qu'ils secouaient les murs. Les coups étaient constants, violents, comme quelque chose à l'intérieur essayant de casser la porte. La voix criait maintenant, plus calme maintenant, plus froide, plus du tout comme Henry. « Je vais sortir, Aileen. Je vais sortir et te trouver. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu m'as invité. Tu penses à moi. Tu m'as laissé entrer? » J'ai pris le vieux fusil de chasse de Henry du placard. J'ai chargé 2 cartouches et j'ai tiré directement dans la porte de la chambre. Le premier tir a ouvert un énorme trou. Et à travers ce trou, j'ai vu quelque chose bouger à l'intérieur. Puis 2 yeux, rouges, brillants, me regardant à travers le trou. J'ai tiré le 2e coup. Les yeux ont disparu. Puis j'ai entendu un rire, profond, résonnant, mais pas humain, et la voix. Plus la voix de Henry maintenant, comme plusieurs voix parlant en même temps, raconta-t-elle. Elle nous a regardés, Dave et moi, les yeux grands ouverts de terreur absolue. Elle a dit un seul mot. « Tonight » ce soir. Elle allait venir me chercher ce soir. Dave et moi avons fait une rapide évaluation de la situation dans le couloir. Madame Garrity, assise sur le canapé, se balançant légèrement. « Crise psychotique complète », a chuchoté Dave. « Deuil compliqué. Probablement de la démence aussi. Elle a besoin d'une aide psychiatrique d'urgence. »« D'accord, » ai-je dit, même si je me sentais étrange. « Mais nous ne pouvons pas la laisser ici ce soir. Pas dans cet état. » Nous nous sommes tournés vers elle. « Madame Garrity, » ai-je dit doucement, « nous allons vous emmener dans un endroit sûr ce soir. Un motel. Le Pinewood, dans la ville. Vous y serez à l'aise. Demain, nous contacterons les services sociaux et vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin. »
pour la première fois depuis notre arrivée, son visage s'est transformé en autre chose que de la terreur, de l'espoir. « Un motel ?» a-t-elle dit, sa voix soudain plus forte. « Loin de cette maison? Loin des placards? »« Oui, complètement loin. Un endroit nouveau et sûr. » Elle a hoché la tête vigoureusement. « Oui. Oui, d'accord. Laissez-moi juste prendre quelques affaires. » 40 minutes plus tard, nous installions Madame Garrity dans la chambre 7 du Motel Pinewood. La chambre était petite, mais propre. Un lit double, une télévision, une petite salle de bain et de manière critique pour Madame Garrity, seulement un espace de rangement ouvert avec une barre et des cintres, pas de porte fermée. « Regardez », a-t-elle dit en pointant avec soulagement. Pas de placard fermé, juste un espace ouvert. Il ne peut pas passer. Il ne peut pas passer par un espace ouvert. Je n'étais pas sûr de sa logique, mais elle semblait soulagée. « Vous irez bien, » ai-je dit. « Verrouillez la porte. N'ouvrez à personne d'autre que nous. Nous reviendrons demain matin. » Dave est resté 1 heure dans la voiture de patrouille dans le parking après l'avoir installée. Juste pour surveiller. Juste pour être sûr. Rien d'inhabituel ne s'est produit. Il est rentré chez lui à 22h30. Continuai-je. Nous pensions que tout était réglé, que la vieille femme était en sécurité, qu'elle recevrait une aide psychologique le matin. Mais nous nous trompions aussi à ce sujet. Terriblement, horriblement trompés. Mon téléphone a sonné à 2h47 du matin. Le propriétaire du motel Pinewood. D'une voix paniquée. « Officier Brennan, vous devez venir immédiatement. » Chambre 7. Les clients d'à côté ont entendu des cris, des bruits terribles. Quelque chose ne va pas. En moins de 3 minutes, j'étais dans ma voiture, les sirènes hurlant dans les rues vides de la ville. Dave m'a rejoint là-bas, en pyjama, sous sa veste d'uniforme, les yeux grands ouverts et aux aguets. Le propriétaire du motel nous attendait dehors. Elle ne répond pas. La porte est verrouillée de l'intérieur. Les cris se sont arrêtés il y a environ 10 minutes, dit-il. J'ai frappé fort à la porte. « Madame Garrity, police, ouvrez la porte. » Silence. « Madame Garrity. » Il n'y avait toujours rien. Le propriétaire du motel a proposé d'entrer avec les clés de secours. La clé est entrée, mais la serrure de la porte n'a pas bougé. Quelque chose bloquait de l'intérieur. Dave et moi nous sommes reculés et avons enfoncé la porte ensemble, continuai-je. Ce que nous avons trouvé dans cette chambre me hante encore aujourd'hui. 7 ans plus tard, chaque détail gravé parfaitement dans ma mémoire. Du sang. Il y avait du sang partout. Mais cela ne semblait pas éclabousser. Comme si quelqu'un ou quelque chose avait peint avec du sang. Le lit était complètement détruit, le matelas déchiré, le rembourrage dispersé. Les ressorts étaient tordus et déformés comme s'ils avaient été écrasés avec une force immense. Les draps étaient des haillons sanglants, mais pas de cadavre ni de traces de Madame Garrity. Mon Dieu, a chuchoté Dave à côté de moi. C'est alors que j'ai vu les traces sur le tapis. 10 traces de sang, exactement 10. Parallèles. Elles commençaient au bord du lit détruit, et elles allaient droit vers le coin de la chambre, vers le petit espace de rangement avec la barre à cintre. Comme si Madame Garrity avait été traînée du lit sur le sol, ses 10 doigts griffant désespérément le tapis, laissant ces terribles traces. Jusqu'à ce placard, expliquai-je. Dave a lentement ouvert le panneau, son arme à la main et tremblant. Le placard était vide, complètement vide, juste quelques cintres métalliques sur la barre, mais les traces de sang entrèrent dans le placard et s'arrêtèrent là, comme si elle avait été traînée à travers le mur arrière, dans un espace qui ne devrait pas exister. Nous avons lancé la plus grande opération de recherche que notre petite ville pouvait voir. Des chiens pisteurs amenés de 3 comtés différents, des hélicoptères avec caméras thermiques
Des centaines de bénévoles fouillant chaque centimètre dans un rayon de 20 kilomètres. Mais rien n'a été trouvé. Pas de cadavre, pas de vêtements, pas de traces de sang en dehors de cette chambre de motel. Eileen Garrity avait littéralement disparu, continuai-je. Les enquêteurs médico-légaux ont analysé la scène pendant des jours. Les échantillons de sang ont confirmé qu'ils appartenaient à Madame Garrity. Les traces sur le tapis étaient définitivement des empreintes digitales. Elle s'était accrochée désespérément en griffant alors qu'elle était traînée. Mais traînée où? Comment et par qui? Les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur. La porte était bloquée de l'intérieur. Il n'y avait physiquement aucune issue, sauf ce placard, fait de murs en bois massif. Il n'y avait aucun chemin vers nulle part, expliquai-je. L'affaire a été officiellement classée comme disparition inexpliquée après 6 mois d'enquête. Dave a pris une retraite anticipée 3 mois après l'incident. Il a déménagé en Floride. Nous n'avons jamais parlé de cette nuit. Je suis resté. J'ai continué mon travail. J'ai essayé d'oublier, mais je n'ai jamais pu. Parce que je savais ce que j'avais vu dans la maison de Madame Garrity. Les miroirs brisés, les portes clouées, le trou de fusil avec les yeux rouges derrière. Elle avait dit la vérité, mais nous l'avions regardée comme une folle. Et la chose qu'elle essayait de nous dire l'avait prise. 7 ans ont passé. La vie a continué. Je suis devenu plus vieux. Je bouge plus lourdement maintenant. J'ai essayé de rationaliser ce qui s'était passé. Peut-être qu'elle avait eu une crise psychotique et s'était enfuie. Peut-être qu'elle s'était suicidée dans un endroit où nous n'avions jamais cherché. Peut-être que les traces de sang n'étaient que... Je ne sais pas. Une étrange coïncidence. Je ne croyais à aucune de ces explications. Mais j'essayais. Qu'en pensez-vous? Si vous avez une idée, retrouvons-nous dans les commentaires, dis-je. Puis, le 23 novembre 2019 est arrivé. J'étais seul au commissariat en service de nuit. Il était 23h15 et je remplissais des rapports d'incidents de routine quand la porte s'est ouverte. Une jeune femme est entrée en trébuchant, trempée, complètement mouillée comme si elle avait nagé dans un lac glacé. Elle tremblait de terreur, pas seulement du froid, mais aussi de peur. Et ses vêtements. Ses vêtements n'étaient certainement pas d'aujourd'hui. Robe vintage à pois, cardigan en laine style années 1950, chaussures à talons bas que seule ma grand-mère porterait. « S'il vous plaît », a-t-elle dit d'une voix tremblante, ses lèvres bleuâtres. « S'il vous plaît, aidez-moi. Il m'a enlevé. J'ai réussi à m'échapper, mais il pourrait me chercher. J'ai immédiatement pris une couverture et l'ai enroulée autour d'elle. Vous êtes en sécurité maintenant. Asseyez-vous. Vous pouvez tout raconter. » Elle s'est effondrée sur la chaise et dès qu'elle s'est assise, la chaise était complètement mouillée. Je m'appelle Shirley. Shirley Ann McDougall. J'ai 19 ans. Je vis avec ma famille à Roseville. Ce soir, j'étais au cinéma, le Paramount sur Grand Avenue, pour voir Conquest of Space, le nouveau film de science-fiction dont tout le monde parle, raconta-t-elle. Je ne connaissais pas ce film ou ce cinéma. Continuez, ai-je dit. Le film s'est terminé vers 22h. Le parking était presque vide. Il n'y avait que quelques voitures. Je marchais vers ma Plymouth quand un vieil homme s'est approché de moi. Il portait des vêtements noirs, comme un prêtre. Il avait l'air respectable et distingué. Il a dit que sa voiture ne démarrait pas et m'a demandé si je pouvais regarder. J'ai dit oui. Je voulais juste aider. Sa voix a tremblé. Quand je me suis penché sous le capot, il m'a frappé par derrière et tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans le coffre de sa voiture. Je ne me souvenais de rien. C'était un endroit complètement sombre. Je ne pouvais pas bouger correctement. L'espace était trop petit. L'odeur était terrible. Comme du sang séché et de l'huile de moteur. J'ai crié. J'ai frappé le métal. Personne ne pouvait entendre.
La voiture roulait. Pendant combien de temps, je ne sais pas. Peut-être des heures. Puis, il y a eu un bruit terrible, un craquement. La voiture a tourné, tourné. Quelque chose nous a percutés. Puis l'eau, froide. Elle a commencé à couler dans le coffre, voire à couler comme si on versait d'un verre. La voiture coulait. J'ai paniqué. J'ai donné des coups de pied dans le couvercle du coffre encore et encore. La violence de l'accident avait dû desserrer la serrure parce que soudain elle s'est ouverte. Il y avait de l'eau partout, noire, glacée. Je ne savais pas quelle direction était vers le haut. J'ai nagé. J'ai juste choisi une direction et j'ai nagé aussi fort que possible. Mes poumons brûlaient. Je pensais que j'allais mourir. Puis j'ai atteint la surface. J'ai respiré, toussé de l'eau. Je pouvais voir le rivage éclairé par la lune. Après être sorti de l'eau, j'ai vu des lumières au loin. J'ai marché vers elle et j'ai trouvé cet endroit, raconta-t-elle. Elle m'a regardé avec de grands yeux terrifiés. Est-il mort? L'homme qui m'a prise? Je pense que oui, ai-je dit doucement. S'il était piégé à l'intérieur quand la voiture a coulé, il est mort. Elle a hoché la tête en signe d'approbation, se relâchant légèrement. Puis j'ai commencé à poser mes questions de routine. Shirley, quel est le nom exact du cinéma? Le Paramount? Sur Grande Avenue à Roseville. Il n'y avait pas de Paramount là-bas, depuis au moins 40 ans. Et le film que vous avez vu? Conquest of Space. Pouvez-vous me dire de quoi il parlait? Oh, c'était sur des astronautes allant sur Mars. C'était très excitant. Walter Brooke et Eric Fleming jouaient dedans. Je ne connaissais pas ce film ou ses acteurs. Shirley, quelle est la date d'aujourd'hui? Le 23 novembre. Et l'année? Elle m'a regardé comme si j'étais stupide. Ça doit être 1956. Je n'ai pas pu bouger pendant un moment. Shirley, nous sommes en 2019. Quoi? Elle a cligné des yeux, confuse. Non, c'est impossible. J'étais au cinéma il y a seulement quelques heures. C'est toujours le 23 novembre 1956. Qui est le président des États-Unis? Le président Eisenhower, bien sûr. Mon cœur battait fort maintenant. Restez ici une minute. Je vais chercher de l'eau chaude et des vêtements secs, dis-je. Je suis allé dans la pièce arrière et j'ai sorti mon téléphone avec des mains tremblantes. Recherche Google. J'ai cherché Shirley Ann McDougall, 1956 disparition. Les résultats ont rempli mon écran. Personne disparue, 1956. Shirley Ann McDougall, 19 ans. Dernière vue, Cinéma Paramount, Roseville, Minnesota. Le 23 novembre 1956. Disparu après la projection de Conquest of Space. Il y avait une photo. C'était l'image de la même femme assise dans mon commissariat en ce moment. Exactement la même. Même visage, même âge, même coiffure. Les articles continuaient, parlant du prédateur connu Père Harold Gast, conduisant une Buick noire de 1953. Shirley Ann McDougall n'avait jamais été retrouvée, jusqu'à maintenant. 63 ans plus tard, et sans avoir vieilli, expliquai-je. Je suis revenu avec des vêtements secs, essayant de garder mon visage neutre. Shirley, je dois vous montrer quelque chose. J'ai tendu mon téléphone, montrant l'article sur sa propre disparition. Elle a lu lentement, les yeux s'élargissant. Ce n'est pas possible. C'est moi, ma photo. Mais ça dit 1956. Ça dit que j'ai disparu. Je pense, ai-je dit doucement, que quelque chose de très étrange s'est produit. Quelque chose que je ne comprends pas. Elle a regardé autour du commissariat. Ordinateur, écran, tout l'équipement moderne qui n'existait pas en 1956. Mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Mon Dieu, c'est réel. Nous sommes vraiment en 2019. Je vais vous aider.
ai-je dit. Nous allons comprendre ce qui s'est passé. Mais d'abord, vous devez mettre des vêtements secs. Les toilettes sont là. J'ai pointé vers la petite salle de bain au bout du couloir. Prenez votre temps, dis-je. Elle a hoché la tête en signe d'accord, prenant les vêtements et entrant dans la salle de bain. J'ai attendu dans le couloir, téléphonant à mon supérieur pour expliquer la situation impossible. 5 minutes sont passées. « Shirley, tout va bien? » ai-je appelé, mais il n'y avait pas de réponse. « Shirley, j'ai frappé à la porte. »« Shirley, je vais entrer pour vérifier. » J'ai ouvert. Vide. La salle de bain était complètement vide. La fenêtre était ouverte, la petite fenêtre haute donnant sur l'arrière du bâtiment. J'ai regardé dehors. Une chute de 3 mètres sur le béton. Pas d'échelle, pas de rebord. Le sol en dessous était sec. Pas d'empreinte mouillée. Aucun signe qu'elle était sortie par là. Les vêtements secs que je lui avais donnés étaient soigneusement pliés sur le comptoir. Elle avait disparu, comme Eileen Garrity 7 ans plus tôt, racontai-je. 4 ans ont passé. En 2023, une sécheresse sévère a asséché le lac Monroe à 20 km de la ville. Ils ont trouvé une voiture au fond. Une Buick noire de 1953 avec des plaques de l'Oklahoma. À l'intérieur, les restes squelettiques de Harold Gast datant de 1956. Et dans le coffre, un deuxième squelette. Une jeune femme d'environ 19 ans, les tests ADN ont confirmé Shirley Ann McDougall. Elle était morte en 1956. Elle s'était noyée dans ce coffre quand la voiture avait plongé dans le lac. Elle n'avait jamais réussi à s'échapper. Le coffre ne s'était jamais ouvert. Elle était morte là, terrifiée et seule, à quelques mètres de la liberté. Mais je l'avais vue. En 2019, vivante, mouillée, me racontant exactement comment elle s'était échappée. Mon Dieu, que se passait-il? Expliquai-je. Je suis retraité maintenant. J'ai 54 ans. Je vis toujours dans la même ville. Et chaque nuit, j'entends des coups, venant du placard de ma chambre. D'abord faibles, puis plus forts. J'ai cloué des planches dessus, comme Madame Garrity l'avait fait. Mais les coups continuent. Et parfois tard dans la nuit, j'entends une voix. Pas ma femme, pas ma famille morte, personne que je connais, mais une voix qui semble familière, comme si je devais la reconnaître. Elle dit un seul mot. Tonight, ce soir. Maintenant, elle le dit chaque nuit depuis 3 ans. Tonight, je ne sais pas quand j'ouvrirai ce placard, mais je sais que je le ferai finalement. Parce que c'est ce qui se passe dans cette ville. Les portes s'ouvrent vers des endroits où elles ne devraient pas mener, vers des époques où nous ne devrions pas aller. Madame Garrity a été prise dans le placard. Shirley est venue du passé pour raconter une évasion qui n'a jamais eu lieu. Et maintenant, quelque chose frappe dans mon propre placard, m'appelant. Tonight. Un jour, j'ouvrirai cette porte. Et je découvrirai où tous ces placards mènent vraiment. L'endroit où Madame Garrity est allée. L'endroit d'où Shirley est revenue. L'endroit où nous irons tous finalement. Vers des portes qui ne devraient pas s'ouvrir. Tonight. Peut-être ce soir. Peut-être demain. Mais bientôt. Très bientôt.